Notre sujet ne prétendait nullement à l'exhaustivité, et moins encore aujourd'hui, où je dispose de 20 minutes pour préparer la communication de Jeannette. Et elle était vraiment celle de la problématique que j'ai exposée précédemment, du syncrétisme dans cet art, dans des territoires qui étaient, sur la chronologie qui nous occupait, 8e, 12e siècle, sur toute l'ampleur de la chronologie de l'exposition, qui se trouvaient aux marges de l'Empire carolingien et de l'Europe occidentale dans son acception la plus simple et la plus entendue. Tout ceci était d'ailleurs en contrepoint d'une année européenne autour des pays scandinaves. Notre sujet, donc, la circulation des hommes et des artistes au moment du début de la christianisation, a été au cœur du propos, et plus précisément la rencontre artistique de ces civilisations celtiques et scandinaves entre elles, d'une part avec les tenants de la religion chrétienne, d'autre part, et ça nous a semblé à ce moment-là très riche de perspectives, avec l'ensemble des civilisations qui étaient concernées par les voyages, notamment des matériaux, et les voyages des œuvres également. À partir de ce premier noyau, nous avons étudié donc ensemble, Xavier et moi, ces relations artistiques, particulièrement entre monde celtique et scandinave et continental européen, mais aussi la richesse des échanges avec des civilisations plus lointaines et cette manière si singulière, à partir de tous ces échanges féconds et non dominateurs, de livrer un art qui reste assez fascinant et pour nous assez exotique entre guillemets. Je vais prendre un exemple très simple et un petit peu de cuisine interne quand on est conservateur de musée et qu'on a la chance d'être commissaire. Les collègues du Musée national d'Édimbourg, et pour la petite histoire, maintenant Xavier en est un des directeurs, donc il a pu creuser le sillon. Alors c'est d'autant plus drôle que moi j'étais Madame Celtique et lui Monsieur Scandinave, et aussi je suis ici devant vous et lui il est à Édimbourg pendant ce temps-là. Bref, c'était vraiment un commissariat partagé. Et les collègues d'Édimbourg étaient absolument ravis parce qu'ils n'avaient jamais eu de demande de prêt pour les œuvres dont je vais vous en montrer quelques-unes dans quelques instants, dans un autre contexte qu'un contexte du Royaume-Uni ou des pays scandinaves justement. Donc c'était assez novateur et c'était vraiment un grand plaisir. Alors, pardon, on a toujours un peu l'impression dans cet auditoire à la fois très, très initié du Festival d'Histoire de l'Art, mais aussi parfois des gens qui abordent un sujet pour la première fois. J'espère ne pas être trop général, et en tout cas le temps va m'amener à être précise du mieux possible. Mais pour mémoire, vous savez sans doute tous que cette histoire de rapport entre les Celtes et les Scandinaves commence en territoire celtique, si l'on prend la chronologie, et ce à partir du 5e siècle en fait, puisqu'au 5e puis au 6e siècle, l'Irlande, sur un modèle qui peut être tout à fait rapproché de ce qui se passe dans le monde mérovingien, connaît la création de très nombreux monastères à la suite de campagnes de prosélytisme menées par des personnages, au premier rang desquels on pourrait citer évidemment Patrick, arrivé sur l'île en 432. Et ce modèle de diffusion de monastères qui s'inscrit exactement sur un cadastre préexistant qui reprend le système clanique en fait des civilisations et des coutumes païennes, livre un développement artistique qui accompagne la conversion progressive de l'Irlande au christianisme, tout à fait fascinant dans la mesure où les artistes irlandais sont nourris par ces traditions celtiques. En témoignent de façon assez exemplaire, évidemment, les motifs d'entrelacs en spirale, les volutes serpentiformes, qui sont des motifs qu'on associe tout de suite à cet intérêt des Celtes porté à la nature et porté là sur des décors d'œuvres consacrés à la chose divine et dans ce nouveau monde chrétien. En témoigne également la reprise et la permanence de certaines techniques celtiques du monde antique, comme par exemple les émaux, qui sont l'une des caractéristiques de l'art des orfèvres irlandais en ces temps de la seconde moitié du premier millénaire. J'ai pris ici à dessein des œuvres irlandaises découvertes en territoire scandinave, qui sont toutes deux très très célèbres. L'une qui était venue à l'exposition de Paris, qui se trouve à gauche, est une applique anthropomorphe qui provient de Myklebostadt,
en Norvège, et qui est maintenant conservée à Bergen, comme vous le voyez. Et l'autre, qui n'était pas venue dans l'exposition, est une applique, elle aussi très célèbre, d'un ensemble tout à fait fantastique, qui est l'ensemble d'Oseberg, conservé à Oslo, au musée Viking. Ces techniques d'orfèvrerie sont très singulièrement caractérisées dans la tradition antique, dans le monde celtique, ce qui nous permet déjà de toucher du doigt ce qui fut l'un des propos de l'exposition. J'allais dire, comme d'habitude, en histoire de l'art, avant que de parler de rupture, réfléchissons-y à deux fois, parce qu'il y a surtout des transmissions et des syncrétismes qui sont à la fois ici religieux, on va le voir dans quelques instants, mais aussi dans ce qui relève du geste artistique. Toujours dans ce contexte des caractéristiques de cet art chrétien du début de la deuxième moitié du premier millénaire, bien évidemment les enluminures. J'ai fait une sélection drastique pour vous aujourd'hui parce que pour être juste avec l'art irlandais, il aurait fallu parler aussi de sculpture sur pierre, mais c'est moins notre sujet que le sujet scandinave, étant donné le thème de la journée. Et comme les orfèvres, les enluminures ont très largement participé à la diffusion des modèles, à la fois sur un plan géographique, mais même sur un plan temporel, avec la permanence de la conservation de certains ouvrages enluminés dans les bibliothèques. Une floraison artistique très nette se caractérise dans le peu qui nous reste de manuscrits enluminés à partir du XVIIe siècle. Un des exemples les plus anciens et les plus insignes étant ce livre de Dureau, que vous connaissez tous certainement, au moins par les livres, si vous n'avez pas pu l'admirer à Dublin, et qui est un exemple emblématique de cette permanence des entrelacs celtiques dans ce contexte d'illustration des évangiles ici. Toujours avec saint Matthieu, pour jouer des comparaisons, je rappelle à votre mémoire, parce que cela me permet de monter un peu vers le nord et vers l'Écosse, le rôle très important de saint Colomba, dont on considérait d'ailleurs que le livre de Dureau était une relique, avec sa fondation du célèbre monastère d'Ionia, sur une île de l'ouest de l'Écosse, dans lequel on pense, dans le scriptorium duquel on pense que peut-être a été peint le livre de Kells. En sachant bien, et ça nous amène tout de suite sur cette difficulté de caractériser les territoires exacts de création artistique, que ce sont des hypothèses de travail par faisceau de déduction, mais que les hommes voyagent, mais les livres voyagent aussi, et que l'attestation de l'origine d'un scriptorium plutôt que d'un autre dans ce monde celtique est éminemment complexe, pour ne pas dire très prétentieuse dans l'affirmation. Cependant, par des éléments historiques de présence des livres dans les bibliothèques et par des comparaisons, on peut avancer certaines hypothèses, et celle d'Iona est assez forte, donc d'une œuvre plutôt venue d'Écosse, mais sur territoire irlandais, est assez forte dans ce paysage insulaire celtique. De la même manière, à droite, sur l'image, vous avez un manuscrit illustre également, conservé à Londres, qui sont ces évangéliaires de Lindisfarne, avec une caractérisation ici probablement d'une création en Northumbrie. Ces moines irlandais qui ouvrirent nombre de voies maritimes vers l'Écosse, comme je viens de le souligner, sont également présents dans l'archipel nordique assez tôt dans le temps, parmi lesquels les îles Féroé ou l'Islande par exemple, mais également vers le continent européen. Et les allers-retours artistiques entre ces terres et ces mondes celtiques et scandinaves participent probablement très fortement du début dans ce sens-là, et pas seulement dans le sens des raids vikings vers les territoires celtiques, du partage artistique. En tout cas, c'est ainsi que nous avions, Xavier et moi, abordé notre propos. L'orfèvrerie, j'en ai parlé quelques instants, a livré en terre écossaise quelques-uns des très grands chefs-d'œuvre qui sont aujourd'hui considérés comme exemplaires de ce syncrétisme dont je parlais à l'instant. Ici, vous avez sur la gauche deux fibules qui proviennent du site de Rorgart, sachant que d'un ensemble beaucoup plus important, il ne nous en reste que 3 aujourd'hui, la troisième étant conservée dans le musée de l'île de Skye. Et ces fibules, qu'on appelle des fibules pénannulaires, au sens où elles sont incomplètement fermées, contrairement à celles de droite d'Unterstone, sont, je ne vais pas rentrer dans le détail, nous n'en avons pas le temps et ce n'est pas le sujet, mais elles aussi particulièrement exemplaires des techniques d'orfèvrerie celtique ayant traversé, les gestes artistiques ayant traversé le temps entre le monde païen et le monde chrétien. Ce qui est intéressant aussi au sujet de ces œuvres, c'est qu'elles caractérisent également un syncrétisme religieux, puisque sont mêlés aux motifs géométriques celtiques préexistants largement, des symboles chrétiens, à commencer par ces têtes d'oiseaux émergents sur la fibule du haut de Rorgart, et des symboles de croix
qui montre, comme sur la fibule, qui est une des plus célèbres du monde celtique, d'Unterstone, du début du 8e siècle, qui relève donc à la fois de la caractérisation d'un motif qui précède largement la conversion au christianisme, mais de rappel, de signes qui sont clairement le signe de la conversion du défunt dans la tombe duquel a été trouvé dans la tombe desquelles ont été trouvées les parures de la défunte, en l'occurrence, sont des tombes féminines. Je suis toujours en Écosse ici avec l'inverse de ce que je viens de montrer, c'est-à-dire des œuvres qui appartiennent clairement, probablement, à la chose scandinave dans la facture et qui sont trouvées dans cette même terre d'Écosse qui, vous vous en souvenez, se caractérise par une pénétration de romanisation très peu forte, à la fois territorialement, avec ces deux murs successifs et qui sont quand même plutôt au sud du territoire, ces deux murs impériaux romains, et puis ensuite une sorte de faible acculturation romaine. L'archéologie nous a montré en terre écossaise quelques-unes des œuvres qui correspondent cette fois-ci à une présence viking dans les territoires écossais, à un ensemble d'œuvres, elles aussi bilingues comme celles que je viens de montrer, mais dont la fabrication est probablement scandinave. Et elle se porte ici sur un site qui est particulièrement intéressant, enfin, du moins dans l'archéologie ancienne, c'est une découverte ancienne, qui est le site de Jarlhof, qui a été fouillé il y a déjà longtemps, mais qui a livré, c'est tellement vrai que le site inspire Walter Scott dans son livre Le Pirate. Et dans ce site ont été trouvés un ensemble de matériel qui atteste l'arrivée et l'occupation par les Vikings d'un certain nombre de comptoirs sur ces terres celtiques. Vous voyez ici quelques objets domestiques qui témoignent de cette rencontre entre ces civilisations scandinaves et ce monde celtique, avec des épingles en os qui sont très nombreuses. La petite sélection sur les images que j'ai pu vous trouver vous montre d'une part ce bilinguisme, et puis d'autre part des épingles à motifs animaliers un peu moins clairs dans l'interprétation immédiate. Mais dans les épingles que vous avez sous les yeux, vous voyez bien sûr une épingle avec une croix dont le symbole ne peut pas faire est très simple. Mais vous avez également le symbole des dieux Thor ou parfois même Odin avec ces petites haches qui ponctuent certaines épingles. Ces échanges que nous trouvons archéologiquement à Jarlhof sont la mémoire pour les archéologues de ces raids vikings qui occupent le monde insulaire à partir du 8e siècle. On pourrait citer la date de 793 avec les raids sur Portland et l'abbaye de Lindisfarne dont j'ai montré tout à l'heure l'évangéliaire. On peut parler d'Iona également 2 ans après, et un ensemble d'opérations qui alimentent l'imagerie, puisque toute la question, c'est la question des sources. Et la question des sources écrites, les sources écrites sont univoques à l'endroit des peuples scandinaves. On a un point de vue, et ce sont les archéologues qui viennent éclairer le second point de vue. Donc lorsqu'on parle de ces vikings et de leurs raids, on ressent également la question du comptoir et de l'installation, comme à Jarlhof, mais on a une vision tronquée, et tout l'enjeu, c'est par le filtre des œuvres d'art et des découvertes archéologiques de rééquilibrer les choses sur les échanges et les apports immenses, culturels et civilisationnels entre ces deux mondes. À la fin du 8e siècle, donc, la carte des pays celtiques a été fortement imprimée par cette présence, ces échanges, sous un mode guerrier ou sous un mode commercial, ou d'échange artistique également, de sorte que c'est un peu plus au sud, alors que par exemple, puisque je parlais des scriptoria, les abbayes écossaises et de Northumbrie sont visiblement presque stoppées dans leur activité dans les scriptoria par ces dévastations qui ont eu lieu à la fin du 8e siècle. C'est plus au sud que l'on trouve l'expression du transfert artistique, toujours de cette tradition celtique, mais aussi des échanges extrêmement féconds avec le monde scandinave. On va tout de suite aller dans la première capitale d'Angleterre, qui est Winchester, pour regarder ensemble, si vous le voulez bien, une œuvre qui incarne plus particulièrement qu'aucune autre ces échanges entre monde celtique et scandinave. Vous avez sous les yeux, la photographie n'est pas très bonne, je l'ai prise dans le catalogue de l'exposition, un relief fragmentaire qui a été mis au jour sous la crypte de la cathédrale de Winchester, dans un niveau archéologique qu'on a pu dater très précisément, parce qu'on a les dates de la construction de cette partie du bâtiment
autour des 2 dernières décennies du premier millénaire, 980-990, et pour date de fin ultime, l'inauguration de la dite cathédrale qui intervient en 1093. Donc nous sommes au tout début du XIe siècle, ou à l'extrême fin du Xe. On y voit 2 figures fragmentaires, avec un homme en armes présenté de profil, vêtu d'une tunique en côte de maille qu'on voit bien, et qui porte l'épée, sortant du cadre dont on ne connaît pas le visage, et un autre qui se tient les mains levées comme renversé par un animal qui est à l'évidence un fauve, probablement un chien, à moins que ce ne soit un loup, et dont là, on voit très bien la gueule entrouverte. Les études iconographiques sur cette œuvre se sont rejointes à partir de Biddle en 1966 autour d'une identification sur un passage, je trouve que c'est assez probant pour avoir lu le passage, de la saga de Volsunga, qui est un moment où Sigmund affronte un loup. Et on a proposé donc que ce relief appartienne clairement à un programme artistique célébrant les doubles origines saxonnes et danoises de cette première capitale de l'Angleterre, puisque c'est dans cette église qu'en 1017 s'unissent Knut et Emma. Et cette œuvre est donc à ce moment-là considérée probablement comme d'une extrême importance dans son programme artistique. Elle atteste l'émergence artistique à Winchester d'une école syncrétique, mais elle montre aussi dans l'œuvre d'art la symbolique forte de l'union entre Knut le Danois et Emma. C'est d'ailleurs l'objet d'une image, d'un dessin très célèbre dans un des manuscrits les plus importants pour l'histoire de l'Angleterre, qui est ce Liber Vitae of Newminster, qu'on doit à un scribe qui a signé le manuscrit qui s'appelait Elfswige, et qui montre justement Knut le Grand épousant Emma autour ici de la présentation de la croix. Ce personnage illustre du début du XIe siècle est pour moi l'occasion de vous rappeler que à ce moment-là, c'est presque l'irruption d'un nouveau monde pour le monde européen, puisque jusqu'ici, ces Scandinaves, eh bien finalement, on n'y croit pas vraiment. Si l'on prend la Germania Magna de Strabon, ces peuples sont ignorés du monde grec et latin. Bien sûr, on en parle un peu, mais on considère très vite que ça relève de la partie légendaire des ouvrages des historiens ou des géographes de l'Antiquité. Ils sont tellement septentrionaux qu'il semble presque absurde dans la connotation qui fut celle de l'appréhension de ces textes très rapidement. Et quand l'on connaît à peu près ceux qui sont près du Limès, c'est-à-dire les Germains, ces peuples-là appartenaient encore à quelque chose qui pouvait relever de la légende plus que de la réalité historique. Et c'est tellement vrai que lorsque l'empire de Charlemagne a peu à peu englobé, donc avant ce début du XIe siècle, a peu à peu englobé la plus grande partie des peuples germaniques, les plus septentrionaux d'entre eux, ces peuples, sont restés à l'extérieur des frontières et étaient considérés uniquement comme une menace. C'est la chose bien coutumière que d'envisager ce peuple de l'extérieur comme un peuple barbare, avec les guillemets qui s'imposent. Alors même que dès le 8e siècle, donc 3 siècles auparavant, et les premiers raids que j'ai cités, les comptoirs vikings qui attestent les échanges commerciaux, on avait présence et occasion d'échange avec ces vikings. Les tombes trouvées en Scandinavie en sont une preuve éclatante, et là j'espère que je suis à peu près en phase avec ce que vous allez dire, puisque dans les exemples que nous avions présentés à Paris il y a 10 ans avec beaucoup de bonheur, pas le petit Bouddha qu'on n'avait pas fait venir, mais nous avons montré quelques-unes de ces preuves archéologiques dans le monde funéraire scandinave du fait que ces hommes voyageaient et s'intéresser aux populations extérieures. Parce que finalement, en cette fin du premier millénaire, il n'est pas tant de civilisations qui aient pu être comme eux, en contact étroit avec non seulement toutes les autres nations européennes, mais aussi avec le califat abbasside, d'où sont notamment importés des vers qu'on a trouvés par exemple dans la célèbre ville de Birka, qui est un des plus grands réservoirs archéologiques du monde européen, avec une stratification qui n'a presque pas de comparaison possible au monde, avec les peuples des plaines russes, comme en témoigne une capsule pendative que nous avions fait venir pour l'exposition trouvée sur les bords de la Volga. On voit également au centre de l'image un œuf de la résurrection pascale qui atteste des échanges avec les peuples russes, ou encore à droite un Bouddha qui vient lui du monde indien et qui est daté très précisément par comparaison stylistique du VIe siècle. L'ensemble de ces œuvres, tout à fait extraordinaires et variées, provenant d'ailleurs toutes trois de sites particulièrement importants de l'archéologie scandinave,
atteste, s'il en était besoin, de ce syncrétisme, mais aussi de cette ouverture d'esprit qu'avaient les peuples scandinaves. C'est ainsi que, par exemple, Xavier Decto, je trouve fort pertinemment dans sa notice du catalogue sur la capsule pendentif de la Volga qui provient de Birka, a montré que ce motif de l'arbre de vie qui appartient à la civilisation de ce peuple de la Volga était parfaitement, probablement, une image correspondant éventuellement pour le défunt à quelque chose pour lequel il avait un repère mythologique qui est l'arbre-monde de la mythologie nordique. Ainsi, reliant par assonance formelle, mais aussi par conviction sur la valeur spirituelle des œuvres, nous avons dans les tombes, grâce à l'archéologie, la preuve que le monde viking était nourri de tous ces échanges avec l'extérieur. L'une des grandes joies de l'exposition fut de montrer cette œuvre célébrissime de l'art scandinave qui est très célèbre, d'abord parce que c'est une pièce tout à fait extraordinaire. L'image vous donne déjà la mesure, avec ses 3,2 cm à l'échelle, de l'incroyable virtuosité artistique, notamment dans la technique du granulé dont il fait preuve. Mais il est aussi un objet exemplaire du syncrétisme, dans la mesure où c'est au jour d'aujourd'hui, sauf à ce qu'il y ait une découverte très récente, la plus ancienne représentation du Christ du monde scandinave qu'on connaisse. Et la tombe dans laquelle il a été trouvé, toujours à Birka, dans la tombe dans laquelle il a été trouvé, qui est une tombe féminine, on a trouvé également un bâton de Volupspa, qui est un bâton qui est magique dans le monde scandinave, manière, mais on pourrait solliciter des œuvres dans le monde mérovingien qui correspondent aussi, manière de montrer qu'on se préserve de tous les mondes et de toutes les croyances. Et c'est ce bilinguisme qui est tout à fait fascinant, comme s'il y avait quelque chose de fécond dans le dialogue entre ces deux manières d'envisager le monde. Donc, pour finir, et vous laissez la demi-heure qui vous appartient, si les Scandinaves ne se limitent évidemment pas à la vision des Vikings, qui, je le rappelle, caractérisent les Scandinaves qui voyagent, je préfère dire ça plutôt que les Scandinaves guerriers, mais ceux qui sont partis, il y a dans l'ensemble de ces territoires, par le biais du christianisme progressif, des gestes artistiques qui correspondent, tout en assumant eux-mêmes leur propre singularité précédente, à ce qui s'est passé quelques siècles auparavant dans le monde celtique, et prennent aussi le relais dans un échange fécond entre le monde celtique et ce monde scandinave. Je prends deux exemples de pierres runiques qui sont bilingues pour montrer un tout petit peu de sculpture de pierre en conclusion, avec la célèbre pierre de Jelling pour commencer, qui se trouve être donc une stèle érigée par le premier roi chrétien du Danemark, Harald Ier, en mémoire probablement de ses parents, sur une nécropole à Jelling, qui est un site très important du Danemark, et où l'on voit un répertoire pré-chrétien d'un côté, alors que de l'autre côté, on reconnaît une crucifixion dans un motif d'entrelacs très caractéristique des échanges avec le monde celtique. Cette cohabitation, c'est aussi celle qu'on trouve très singulièrement dans l'île de Man, avec une croix très célèbre, dite croix de Torsvald, qui est en fait une stèle avec une double face, qui elle aussi est totalement bilingue, puisque sur l'une d'elles, vous voyez sur un fond d'entrelacs un personnage porteur d'une croix flanqué d'un poisson, symbole christique, quand sur l'autre face, vous reconnaissez avec ce personnage barbu flanqué d'un corbeau combattant un loup, cette fois-ci probablement Odin face à Fenrir, une œuvre donc qui utilise comme la précédente le bilinguisme. C'est aussi le cas, et de façon très profonde, et qui me paraissait offrir vraiment la mesure de l'immense ambition artistique de ces peuples scandinaves du début du 8e siècle ici. Nous sommes dans une chronologie qui montre aussi que les échanges apparaissent dès les premiers mouvements de population, que ce coffret, qu'on appelle le Franks Casket, qui a été conservé un temps probablement en Auvergne à Ozon, alterne, lui, des scènes qui relèvent pour certaines d'iconographie chrétienne, comme une adoration des mages, qui relèvent de légendes, la légende de Wieland de Forgeron, mais qui montre aussi sur son long côté principal la légende de Rémus, sur un des petits côtés, la légende de Rémus et Romulus, mais également la pénétration par Titus de Jérusalem et son armée romaine. Cet ensemble, conservé conjointement au British Museum et au Bargello,
et donc dans un matériau typiquement scandinave, l'os de cétacé, une forme d'illustration, s'il en était besoin, de l'incroyable porosité de toutes ces légendes et de toutes ces mythologies au service d'un vocabulaire propre. Et 4 siècles après, les correspondances à la fois formelles, mais aussi l'utilisation des mythologies sont tout à fait frappantes sur ces fameux portails de Stavkirke qui sont si importants pour comprendre à quel point le motif de l'entrelac, qu'il ait été préexistant ou qu'il ait été emprunté au monde celtique, le bilinguisme entre un sujet chrétien et le sujet mythologique est important. Et puis cette scène, elle vous montre quand même un personnage qui est tout simplement Siegfried et qui donc alimente également l'imaginaire de cette Europe également carolingienne. Avec cette Stavkirke, je termine pour laisser les 30 minutes à Jeannette, non sans rappeler l'un des passages que je préfère dans les sagas islandaises, puisque comme je l'ai dit rapidement, ces peuples scandinaves, dans l'Antiquité, oubliés par Strabon, puis considérés comme des légendes, puis décrits par les moines, pas forcément ravis d'avoir été en contact direct et frontal avec ces peuples, quand même très bien organisés, bien armés et tout à fait considérables également dans leur épaisseur culturelle. Donc forcément, ils en disent du mal. Hein. C'est l'éternelle histoire. C'est comme les Carolingiens avec les Mérovingiens. Et j'aime beaucoup, dans la saga de Grettir le Fort, cette phrase, c'est très célèbre, qui je crois est presque un proverbe dans les pays scandinaves, qui dit « On ne connaît que la moitié d'une histoire quand une seule personne l'a racontée ». Et je pense que l'archéologue, c'est justement le renfort pour que l'histoire soit racontée par aussi par un autre moyen. Merci. Okay. Thank you. Merci, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Donc je vous remercie de m'avoir invité et je suis désolée de ne pas pouvoir parler français, mais je suis danoise. Je parle également le norvégien et le suédois. Donc je suis conservateur de musée au Musée national du Danemark, où nous avons une collection archéologique d'œuvres liées à la période des Vikings. Et ce que vous voyez ici, c'est que les histoires sur les Vikings et les Vikings, cela peut signifier... Ça peut être traduit par voyageurs ou plus précisément par pirates. Donc, ils allaient en viking, c'est ainsi qu'on le disait. Et on ne peut pas dire que les personnes qui habitaient en Norvège, au Danemark et en Suède étaient des vikings parce que tout le monde pouvait construire un bateau viking et partir dans le monde. Et ici, dans cette présentation formidable sur l'art celtique, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de mélanges en fait. Il y avait des colonies en Écosse et ils ont fondé Dublin et d'autres villes et ils vivaient là-bas, ils vécurent là-bas. Ils ont eu des femmes, des familles et dans l'archéologie, dans notre boîte à outils des sciences naturelles, nous avons pas mal de choses. Nous avons des isotopes qui nous montrent comment les personnes ont grandi grâce à leur squelette. On voit leur ADN, on voit qu'il y a des mélanges, des croisements. Il y avait des deuxièmes générations de Scandinaves, de Vikings, par exemple, dans les îles britanniques. Et lorsque j'ai travaillé avec les Vikings, sur les Vikings, en fait, je suis archéologue et j'ai écrit sur notre histoire passée, ce que nous avons trouvé dans nos terrains grâce aux fouilles. Et grâce à l'histoire des Vikings et à tout ce matériel historique que nous avons rassemblé, nous avons pu écrire donc leur histoire. Donc dès le début, dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire il y a 200 ans de cela à peu près, nous avions les histoires sur les Vikings
qui ont commencé à écrire l'histoire jusqu'à présent. Et c'était une histoire vraiment très, très sanglante parce qu'ils voulaient assassiner beaucoup de personnes et ils l'ont fait. Mais nous ne savions pas qu'est-ce qui se passait véritablement dans les pays. Et maintenant, nous avons effectué beaucoup de fouilles et voici donc un fort en forme d'anneau de l'âge des Vikings. Et nous savons pour sûr que, en fait, il y en a 4 au Danemark. Il y en a un qui est caché en dessous de la grande ville de Odense. Et Odense, c'est Odense, c'est-à-dire les mers d'Oden. Et ils ont été construits par Harold Bluetooth. C'était parmi les premiers chrétiens danois. Donc, il existe une architecture, mais il n'y en a pas beaucoup. Et nous avons beaucoup d'œuvres d'art qui nous restent. Et lorsqu'on parle des Vikings, c'est vrai qu'ils ont énormément voyagé. Pour vous donner une idée, c'est une période, il y a 300 ans de cela, plus ou moins. Donc, lorsque on regarde l'Europe à l'époque, il y avait cet énorme empire des Francs et les Francs poussaient les frontières des Saxons jusqu'aux Danois. Et il n'y avait pas de choix, ils n'avaient pas de choix. Ils devaient répondre. Mais sur le champ de bataille, Charlemagne était le plus fort. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Il avait une cavalerie, une superbe armée et les Danois ne pouvaient pas le battre sur le champ de bataille. Donc, que faire? Que faire lorsque l'homme le plus fort sur Terre est là, devant vous, à votre porte et vous dit « Ah, maintenant j'ai les Saxons derrière moi et je veux vous avoir également. » Vous pouvez vous agenouiller. Vous avez peut-être vu Game of Thrones, le film, ils descendent à genoux très souvent, ou bien on peut essayer de trouver un moyen de combattre son ennemi. Et la puissance de la mer, en fait, lorsque vous avez un petit pays qui fait beaucoup de commerce grâce à ses navires, lorsque vous êtes une société où il y a beaucoup de commerçants, de marchands avec des navires, vous avez la possibilité de faire vos batailles sur les navires. C'est très risqué parce qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment sur les mers. Mais à l'époque, la véritable technologie qui rendait les Vikings forts, c'était leurs navires. Ils ont créé des navires qui pouvaient voyager sur la mer. Avant, lorsqu'on voyageait, on pouvait imaginer, il n'y avait pas de carte comme aujourd'hui. Ils devaient naviguer. Et la façon la plus simple de naviguer, c'était de voguer le long des côtes. Et c'est ainsi qu'on trouve son chemin. Mais les Vikings ont pris ce risque. Ils sont passés carrément loin du large et ils ont vraiment réussi. Et la façon dont toutes les armées à l'époque, en mer du Nord, donc, ce n'étaient pas des soldats comme on le connaît maintenant à notre époque, mais ils réussissaient à avoir une part du butin. Et c'est ainsi qu'ils payaient leurs soldats. Donc, vous pouvez imaginer que tous ces monastères, le long des côtes, où il y avait... où ils étaient en fait très éloignés et ils étaient même protégés parce que c'était des chrétiens et personne ne voulait attaquer un monastère chrétien ou une église chrétienne. Et ils étaient vraiment très éloignés des armées, ou là où les armées allaient. Mais maintenant, les armées arrivaient par bateau. Et ça, c'était tout à fait nouveau. Et vous devez vous imaginer qu'ils étaient là en Norvège et ils disaient « Venez avec moi et nous allons piller grâce à nos navires. » Et vous voyez comme c'était simple pour eux de piller les monastères. Et il y avait de plus en plus de gens qui venaient, qui étaient intéressés de faire cela. Et ça, c'était au début de l'ère des Vikings. Parce qu'il y a cette histoire sur les conquêtes, la guerre, etc. Et il y a également l'histoire de l'aventure
trouver d'autres horizons, essayer d'atteindre de nouveaux pays qu'ils n'avaient jamais connus. Et donc, il faut également s'imaginer que ce monde des Vikings, le monde de leur esprit, la façon dont la mythologie les entourait, en fait, c'était les derniers rebelles dans une Europe chrétienne. Il y avait deux religions très fortes. Il y avait l'islam et la chrétienté, le christianisme. Et il y avait le culte d'Oden. Et le culte d'Oden et la mythologie nordique étaient vraiment très, très ouvertes. C'était un esprit très ouvert. Et vous aviez la croix argentée de Birka. On en a trouvé un au Danemark. Et donc, ça a été découvert grâce à un détecteur de métal par un touriste au Danemark il y a 2 ans de cela. Et ça s'appelle la croix Armsland. Je peux vous l'appeler plus tard si vous le souhaitez. Et donc, au Danemark, nous avons une situation très, très spécifique. Au Danemark, il est légal d'utiliser un détecteur de métal, mais il faut vous enregistrer et il faut qu'un musée local vous enregistre. Et l'État danois vous permet de faire des trouvailles et il vous donne... il vous paye pour cela. Donc, si vous trouvez quelque chose et si l'État veut vous payer pour cette trouvaille, il vous paye selon le prix du marché. Et donc, nous avons des archéologues amateurs et nous en avons énormément au Danemark. Et ils sont envoyés par les musées. Et dans notre département, depuis 10 ans, nous avons peut-être 500. Maintenant, nous en avons 10 000 qui arrivent chaque année et qui veulent faire cela. Et ceci nous donne beaucoup de matériel à partir duquel on peut travailler. Et ceci nous donne une idée d'un monde qui était vraiment caché. Parce que vous savez, moi, je travaille sur l'âge des Vikings en Scandinavie et j'ai juste ces sources, ces anneaux des Francs, des Anglo-Saxons, des Irlandais, et nous ne les avons pas nous-mêmes. Donc, il faut que nous mettions ensemble l'état d'esprit des Vikings d'après ce que nous trouvons dans la terre. Et c'est un travail très, très frustrant, mais c'est également extrêmement passionnant. Et donc, c'est ce que nous retrouvons donc sur nos terrains. Et c'est exactement le même que celui que nous avons trouvé à Birke. Donc, nous avons trouvé un autre petit morceau. Maintenant, nous avons 3 croix et nous savons que c'était très, très commun. Et ça, c'est avant la chrétienté, avant que cela ne devienne une religion en tant que telle au Danemark. Mais les symboles de la chrétienté sont connus depuis l'an 300 après Jésus-Christ, où vous avez des petites boules en cristal avec des petites encres dessus. Et je pense que cela vient du sud de la Russie. Et c'est vraiment au tout début du christianisme. Donc, ils connaissaient tout sur le christianisme et ils parlaient de leur voyage, mais ils avaient rajouté un autre Dieu. Ils n'ont pas juste eu un Dieu unique, mais ils ont invité un autre Dieu, un Dieu supplémentaire. Et ils se sont dit, bon, ça, il nous a peut-être aidés également dans ce monde. Voilà, c'est pareil aujourd'hui également. Et ça également, c'est très, très intéressant. On l'a découvert sur la même île que les petites croix. Et c'est aussi grand que ça, vous voyez, c'est tout petit. Peut-être que c'était sur un bâton. On ne sait pas exactement. Mais ici, vous voyez une femme guerrière. Une guerrière, donc. Et il y a beaucoup de détails. Elle est très, très belle. Elle a des cheveux très longs jusqu'au bas du cou, avec un nœud dans les cheveux. Et c'est très, très commun dans ces petites figurines. Les femmes, à l'ère des Vikings, elles portaient cette coiffure. On le voit très souvent. Et donc, elle a une tunique en cuir. Là, vous voyez une coupe transversale. Ouais, est-ce que ça vous va si je bouge? Donc là, vous voyez cette robe qui est très, très jolie.
avec des rayures et elle a une cape en cuir en travers. Donc, elle est vraiment très à la mode et on a l'impression qu'elle porte une robe pour monter à cheval, pour qu'elle puisse monter à cheval. Et donc, j'ai beaucoup de débats en ce moment pour savoir si les Vikings avaient des guerrières parmi eux. Et pendant un long moment, nous avons trouvé des traces de guerrières et à chaque fois que les archéologues nous ont expliqué que c'est juste un rituel, ces armes, parce qu'ils n'arrivaient pas au même niveau qu'un homme lorsque vous avez une guerre avec des boucliers, etc. Parce que lorsque vous avez des boucliers, vous avez une longue ligne de boucliers et vous voyez des hommes, lorsqu'ils se battent dans ces guerres de boucliers, qu'ils se font mal aux genoux, tout comme les sportifs, parce que c'est vraiment très, très difficile. Et ils se disent, bon, là, c'est pas un endroit pour les femmes. Mais nous avons deux endroits en Norvège et à Birka où on voit deux femmes dans deux régions de la Scandinavie avec des chevaux, avec des épées, avec des arcs et des flèches. Et ils disent toujours que les femmes ne se battaient pas. Et nous avons des preuves, des témoignages de cela. Et en Scandinavie, nous avons environ 10 tombes. Et nous avons des tombes où, en fait, les pierres mortuaires ont disparu. Et les femmes, d'après les sources historiques dans la littérature, nous avons des tombes mentionnant des femmes. Et dans nos sources irlandaises, grecques, ils disent qu'il y avait des femmes sur les champs de bataille, que c'était tout à fait normal. Donc, les archéologues nous démontrent de plus en plus que cela existait. Mais c'est peut-être des valkyries. Par exemple, les valkyries qui venaient de Odin et qui prenaient les morts. C'était peut-être une protection. Lorsqu'on va en guerre, on y va avec une valkyrie autour du cou, peut-être, en espérant qu'elle vous protégera. C'est peut-être une explication pour ces petites figurines. Nous avons également, lorsqu'on regarde ces femmes, nous avons des tombes qui nous montrent des femmes qui étaient peut-être des sorcières. C'était des conseillères à l'élite, au roi, aux comtes, aux hommes très élevés dans la société. Elles avaient des fonctions, des hommes qui avaient des fonctions dans la société de tous les jours. Et ces femmes, en fait, c'était un problème pour ces femmes parce qu'il y a une signification celtique, parce que dans la religion scandinave, il n'y avait que des prêtres hommes. Et vous avez ces chaises, par exemple cette chaise en argent, qui pend d'une ceinture, par exemple, et ceci démontre que lorsque les femmes avaient des talents particuliers, elles devaient être élevées sur une chaise. Et nous avons également trouvé celle-ci. C'est un petit pendant, pas plus large que ça, et on l'a découvert à Sealand, dans la ville de Sealand, qui est la capitale de l'Eire au Danemark. C'est là où les rois païens vivaient et c'est là également où il y avait des sacrifices tous les 9 ans. Et lorsqu'ils ont trouvé cette pièce, on a vraiment démarré une discussion au Danemark à ce moment-là parce que
qui est-ce que nous voyons sur cette image? Regardez de près. Est-ce que c'est un homme ou une femme qui est assis ou assise là, sur cette chaise? Parce que là, vous avez tous les symboles d'Oden, mais Oden a peut-être une grosse moustache, mais en tout cas, il porte une robe magnifique, une robe de femme. Et là, nous voyons quoi? Un dieu, une vulva ou quelque chose entre les deux. Moi, je pense qu'on voit Oden ici, parce que Oden, c'est un dieu très, très étrange. Et c'est le seul homme qui peut voir l'avenir, comme les vulvas. Et donc, c'est pour ça qu'il est dépeint comme une femme. Donc, c'est vraiment un très grand dieu. Mais les choses comme cela, lorsque on les déterre avec les détecteurs en métal, parfois, nos archéologues sont vraiment ébahis par cet art qui provient de la terre, qui est enfoui donc dans la terre. Donc ceci vient également d'une tombe. Ceci vient de Finlande. Ils ont trouvé ça dans une tombe à Jutland au Danemark. Ça, on l'a trouvé à Gotland. C'est la même tombe à Gotland. Mais à l'époque, lorsque ça a été trouvé au Xe siècle, c'était une antiquité. Ça avait 100 ans et ça n'était pas utilisé comme une broche sur les vêtements, mais c'était utilisé comme une tasse pour boire. C'est un genre de rituel celtique, ça a une signification celtique. Et ici, vous voyez des petits pots de bronze, des petits bols qui venaient d'Iran. Et elle avait également cette épingle. Nous avons trouvé ces épingles dans les tombes de femmes. Et au début, les archéologues pensaient que c'était un harpon ou une broche pour le barbecue. Mais en fait, après, ils ont découvert que ça avait peut-être une autre signification. Et ici, dans ces tombes où ça a été trouvé, vous voyez des objets de rituels spécifiques. Donc, vulve, c'est la personne qui porte cette broche. Et porter cette broche, ça signifie que vous êtes une personne un peu spéciale dans la société. Et dans ces tombes où on a trouvé tous ces artefacts, vous avez également des choses qui peuvent élever votre position lorsque vous le brûlez, lorsque vous le mangez ou lorsque vous le portez sur vous. Donc, la tombe, c'est celle-ci. Et la tombe de Furka et vous vous souvenez du fort en forme d'anneau que je vous ai montré au tout début de ma présentation? En fait, ça a été fait par Harold, qui a converti les Danois au christianisme et il a fabriqué, donc il a construit ces forteresses en forme d'anneaux et nous avons beaucoup de sorcières, des vulvas. Donc cette femme était extrêmement importante dans cette société et il l'a gardée parmi ses prêtres. Il est passé dans cette transition vers un monde chrétien, mais il n'a pas pu laisser derrière lui 1000 années. Et donc, il a gardé quelque chose. Et ceci s'est poursuivi. Et même au XIe siècle, vous avez un évêque de la région de Bremen, Hambourg, qui disait, oui, ils se comportaient peut-être comme des chrétiens, mais en fait, ils étaient surtout des païens. Donc, c'était peut-être plutôt un choix politique. Et la dernière fois qu'on voit un vulva, c'est dans les sagas au Groenland. Et ça, c'est une petite vulva. Et elle est venue à la ferme. Et là, vous voyez une très belle description
de la façon dont elle voit l'avenir. Elle était voyante, donc tout le monde était chrétien à l'époque, mais lorsque le Dieu chrétien ne les aidait pas, à ce moment-là, ils se tournaient vers ces petites Wellfa. Donc ces femmes qui étaient des voyantes, donc des sorcières, avaient des influences très très fortes. Et ici, vous voyez une femme avec donc ce bâton. Et là, pour conclure, j'aimerais vous dire que dans les sources des Vikings, vous avez les guerriers qui partent et qui pillent l'Europe de l'Ouest. Et ça, c'est l'histoire principale. Mais dans nos recherches, ce que nous avons trouvé dans nos terres, au Danemark, au Norvège et en Suède, nous avons cette idée que le rôle des femmes était également un rôle prépondérant. Et pour moi, il est très intéressant de voir ce qui se passait dans cet ancien monde païen et de voir qu'il y avait des femmes si fortes, aussi fortes que Bluetooth, qui était un roi extrêmement puissant. Et malgré tout, il honorait cette femme païenne, cette Welva, dans son château. Merci.